Bonsoir. Comme nous sommes dans les remerciements, je vais prolonger un petit peu et peut-être compléter, puisque Agua est né en 2003 effectivement, mais pas à deux, mais à trois, avec Raphaël Cornelis qui est là, qui a participé à plusieurs projets que nous allons montrer ce soir, mais nous continuons la route à deux maintenant. D'abord vous remercier l'équipe d'A+, et du Beaux-Arts de l'opportunité qui nous est donnée ce soir de présenter la niche. Ensuite, comme le projet qui est l'occasion de la niche est la rue du Métal, dont la maquette se trouve ici, il faut aussi remercier Jean-Philippe Ferrière qui nous a donné sa confiance pour la réalisation du projet avec lui, et de ce fait aussi la Régie foncière de Saint-Gilles qui a accompagné le projet tout au long de son développement. Ensuite, aujourd'hui, évidemment, nos collaborateurs passés et actuels, et donc plus particulièrement Guillaume, Bastien et Julien, puisque aujourd'hui Agua passe par leur enthousiasme aussi. À vous d'être venus malgré la neige. En dan ook natuurlijk de twee scholen waar wij docent en onderzoeker zijn, voor de verrijking dat dat betekent voor het bureau. De lezing zal dus in twee talen verlopen, zonder vertalingen. Wij hopen dus dat iedereen zo een samenhangend verhaal mee zal kunnen volgen. Voilà, alors comme Iwan nous a plus ou moins décrit, donc on a créé le bureau en 2003 et en fait on avait juste terminé nos stages, donc on s'est retrouvé dans la situation de fabriquer des projets en fait sans avoir eu beaucoup d'expérience. On n'a jamais été sous la coupe d'un architecte pendant très longtemps, on n'a pas eu de maire finalement, et on s'est retrouvé au milieu d'un champ architectural qui est aujourd'hui multiple et très fragmenté. Alors les images qu'on voit aujourd'hui, c'est en fait un petit jeu du bureau, c'est une petite maquette qu'on avait fait pour un concours il y a déjà relativement longtemps, et qui est devenu un peu notre nain de jardin qu'on a baladé dans plein de paysages, et chacun avait la tâche de l'intégrer le lundi matin dans un nouveau paysage. Et ces images, en fait, simplement, c'est ma fille qui pleure. Il faut l'initier rapidement. Ces images, en fait, mais simplement, elles posent les questions qu'on se pose en faisant des projets d'architecture, les questions qu'on se pose finalement en pratiquant notre métier. Est-ce que tout peut être appliqué partout? Comment construit-on aujourd'hui? Et le projet de la niche dont on voit la maquette ce soir, le projet de la rue du Métal, finalement on prend place dans une série de projets qui tentent, qui sont de recherche, qui sont une mise en lumière des questions qu'on peut se poser. Alors, vous allez voir qu'on va présenter 4 projets ce soir, qui sont finalement une attitude par rapport à ces espèces de questions lancinantes, de ce que c'est aujourd'hui l'architecture. Dus de beelden die jullie gezien hebben zijn steeds hetzelfde gebouw, nu in Manhattan, in een woestijn of in San Gimignano. Dat kan een lichte grap lijken te zijn, maar voor ons was dat ook, dat stelt ook de vraag van de relevantie van wat wij doen als architect. Kan alles overal toegepast worden? Het lijkt of wij vandaag de dag uit een soort catalogus van mogelijke ontwerpattitudes kunnen kiezen. We zouden high-tech designers kunnen zijn, misschien ook participatieve gasten, of wie weet formele vormgevers. En de vraag is natuurlijk hoe kunnen wij daarin kiezen? Is het ene relevanter dan een ander en zo wat waarom? Of we kunnen een nieuwe attitude misschien uitvinden die gewoon zich gaat toevoegen in het catalogus. We zouden ook het kunnen laten tot een soort architecturale nulgraad. Gewoon duurzame gebouwen en een paar sympathieke anekdoten om het verfrissend te maken. Nu, als we naar onze website kijken en die updaten, dan zien we een soort omgekeerd spiegelbeeld van die toren. Heel verschillende stijlen, kleuren, schalen, programma's, contexten. Een heel heterogeen geheel. En dan stellen we ons vaak de vraag, zouden we misschien beter een soort een huisstijl definiëren of
een meer samenhangend beeld produceren. Het zou kunnen betekenen dat wij voor een soort let-go of een shopper-attitude gaan. Wij denken natuurlijk van niet. En we gaan proberen uit te leggen waarom. Dus we gaan dat doen via 4 projecten die in het opbouwen van het bureau voor ons echt belangrijk zijn geweest, scharnierpunten zijn geweest, omdat door die projecten bepaalde begrippen tot stand zijn gekomen die nu centraal staan in wat wij doen. Dus elk project gaat in 2 tijden toegelicht worden. Eerst op een meer descriptieve wijze, wat het gebouw is, wanneer, voor wie enzovoort. En in de tweede tijd op een misschien meer prospectieve wijze, wat voor ons echt centraal en voedend is geweest. Het hoe en het waarom van de projecten. Donc on va vous présenter les projets en 2 temps et donc dans les 2 langues. La première partie sera plus descriptive, pour qui, où, quand, et puis la deuxième va être plutôt, on va essayer de vous expliquer le processus d'élaboration du projet, pourquoi ou comment on l'a réalisé. Alors le premier projet qu'on va vous montrer aujourd'hui, c'est un projet qu'on a réalisé en 2006 pour le parc d'attractions Walibi à Wavre. Donc en 2006, Walibi a acheté une toute nouvelle attraction à un fabricant de télésièges autrichien, donc avec un principe assez simple. C'est un télésiège inversé, si vous voulez, les sièges glissent sur le câble et donc il y a l'effet du vol. Donc c'est une attraction qui est relativement calme par rapport aux autres attractions où on fait des loopings. C'est une première mondiale, donc ça n'a jamais été construit dans aucun parc d'attraction. Et du coup, Walibi se pose la question de l'aménagement qu'il va faire. Donc vous savez que dans ce type de parc d'attraction, on crée chaque fois un décor, plutôt une petite pastiche autour des attractions. Et donc il se pose la question de savoir s'ils vont continuer, est-ce qu'ils vont donner une autre identité finalement à cette nouvelle attraction. Et donc la demande, c'est bien la scénographie de la base de l'attraction et de la file. Donc ça c'est l'état mécanique si vous voulez, c'est comme ça qu'ils reçoivent la machine, et puis après ça il faut la rendre sympa. Et donc évidemment pour nous, un parc d'attractions, c'est un lieu assez étrange par sa nature et par son programme pour rencontrer des questions d'architecture. Et donc la proposition qu'on va élaborer, elle se joue un peu de cette nature étrange. C'est ce qui a d'ailleurs rendu au départ la discussion avec les clients un peu plus compliquée, parce qu'on est resté assez vague dans nos premières esquisses. On a dû faire une maquette rapidement un week-end pour pouvoir les convaincre le lundi matin que notre proposition en valait sans doute la peine. Et donc, pour eux, quelque part, c'est un peu le pari de Pascal, puisque de toute façon, ils savent que l'attraction, ça va être une première, et donc ils ne peuvent qu'avoir du bonus. Voilà, donc on s'est retrouvé à faire ce projet dans un laps de temps très court. Donc tout le projet s'est déroulé en 6 mois, de la première esquisse jusqu'à la construction, l'ouverture de l'attraction. Et le point de départ du projet consiste en fait donc à remettre en question les 2 habitudes classiques de thématisation dans ce type de parc. La première habitude qui consiste simplement à remplir l'espace, remplir le vide avec d'abord du décor, avec de la musique, avec des couleurs, avec des images, pour que tout soit bien occupé et que l'imaginaire soit bien occupé aussi. Et donc nous, la première proposition qu'on a fait, donc le site, c'était un peu l'état actuel, le site de l'attraction 1 était assez plein d'arbres et tout ça. La première chose qu'on a proposé, c'est simplement de créer de l'espace, de fabriquer un espace disponible autour de l'attraction. Et puis la deuxième habitude de ce type de parc d'attraction, c'est de cacher la machinerie le plus possible, de faire disparaître le côté mécanique. Et nous, on a plutôt l'idée inverse, c'est puisque l'aspect technologique est relativement important du Vertigo, eh bien on va essayer de le montrer, pas de le montrer brutalement, de trouver une tension entre montrer et cacher. Donc on propose en fait de fabriquer une peau en polycarbonate qui va permettre d'intégrer la machinerie et l'espace d'attente de la file.
Donc, on est parti sur ce projet-là. Alors, on a eu une deuxième petite commande en cours de chantier. On nous a demandé d'intégrer un shop avec des prescriptions bien particulières. Donc, les clients, je ne sais pas comment on a dit, les visiteurs sont obligés, après la sortie, de passer à travers un shop. Alors, on était un peu embêtés. La première réaction qu'on a eue, c'était d'essayer de le cacher là, dans la colline. Dans la colline du bâtiment, et puis après on s'est dit mais en fait c'est pas du tout comme ça qu'on est occupé à réfléchir pour le reste de l'histoire avec l'histoire de montrer la machinerie, et donc on s'est dit bon si ça, et de toute façon ça marche pas, alors mettons-le au milieu, mais on va essayer de trouver une manière d'en modifier sa perception, et on était tombé sur ces images de diesel painting, donc c'est un anti-camouflage en fait de bateaux de la Première Guerre mondiale. On s'est dit bah, très bien, on va mettre 2 containers en plein dans la sortie et on va les peindre sous ce même mode. Évidemment, ce n'était pas perçu comme ça, il y a un rapport avec évidemment la peau en polycarbonate qui est flagrant aussi. Et alors on a réalisé un fantasme, on avait déjà essayé plusieurs fois dans des projets de mettre des coupoles en polycarbonate en façade, et là on a enfin réussi, donc c'était pour nous un grand soulagement. Voilà pour la partie descriptive du projet. Oui, donc ici vous voyez le plan. Le principe c'était de contourner, quand on arrivait sur le site qui était un peu à l'écart du reste du parc, c'était de contourner le bâtiment, et puis vous voyez la file qui s'étend assez bien. Et le deuxième principe c'est que la peau en fait elle flotte légèrement au-dessus du sol, et à partir du moment où le visiteur rentre dedans, il est sur une passerelle, et donc lui-même est aussi déjà au-dessus du niveau du sol, donc il y avait une idée de préparer l'angle. Voilà. Dus dit project werd uitzonderlijk snel ontwikkeld. De eerste schetsen werden zo in januari ingediend en eind juni, begin juli was de werf achter de rug. Dat betekent dat de aanpak van het project zelf hieraan aangepast moest worden. Ook omdat er verschillende partijen betrokken waren, dus het park met de verschillende diensten, ook de ingenieur, de technieken en de aannemer zelf die reeds op de site bezig was als wij daar aankwamen. Voor ons heeft dat betekend dat wij over het project een stroomopwaarts een duidelijke hypothese over het project hebben moeten formuleren. In dit geval zou dat kunnen klinken als zoiets van een spel van doorschijnendheid en doorzichtigheid, van onthullen, maar niet meteen laten ontdekken van de machinekamer. Het project wordt dus een koelblauwe huid van polycarbonaat die rond de machine gespannen wordt. Eens dit geformuleerd is en op een sterke wijze geformuleerd is de rest voor ons eigenlijk bijzaak geworden. En dat betekent dat wij de rest eigenlijk zo weinig mogelijk hebben proberen te designen. De snelheid van het project heeft er ook voor gezorgd dat de Vertigo eigenlijk een soort gebouwde hypothese is geworden. Dus enkele voorbeelden daarvan misschien gewoon de vorm. Het plan in het begin was gewoon vierkantig. Om economische redenen is het ingekrompen tot een rechthoek. En de verschillende insnijdingen in de vorm zijn gewoon het gevolg van randvoorwaarden, dus de ingang, de uitgang, de noodzaak om de zetels te kunnen verwijderen uit de machine enzovoort. Een tweede voorbeeld die flagrant is de kleur. In het begin hadden wij een witte huid voorgesteld. Het ging om de transparantie, om het tonen, het niet tonen en natuurlijk het industriële aspect van de huid. Maar het pretpark wenst natuurlijk geen witte of grijze park te worden. En dus komt de vraag, zouden jullie nu misschien een beetje kleuren kunnen voorzien in het project? En ik denk dat wij 1, 2, hoogstens 3 varianten hebben getekend daar rond. Omdat het voor ons niet centraal was. Het was voor ons geen probleem, moesten daar kleuren bij komen. Het was ook geen vraag dat wij hadden, maar het ging wel. Dus wij hebben het niet gevoeld of we hebben niet gewenst om dat op een actieve wijze te gaan onderzoeken en te designen.
De structuur is ook, en misschien is het volgende beeld daar, is natuurlijk heel belangrijk in het project, maar wij wouden die niet zelf tekenen. Dus aan Gijsburg gezegd, doe een structuur om die huid, die vorm die eigenlijk gewoon functioneel is, omhoog te houden. Natuurlijk ging dat niet voor hen en ze hebben nog gezegd, ja maar teken iets, wat willen jullie? En dus hebben we die min of meer regelmatige of onregelmatige V-structuur getekend. Maar het was ook niet iets waar wij aandacht aan wensten te besteden. Dus voor ons was het belangrijk dat te kunnen beschouwen als een soort nog onbestaande, maar toch een soort bestaande situatie waar wij gewoon onze huid op zouden kunnen spannen. Het is dus niet dat we dat niet hebben gedaan, we moesten het wel doen, maar dat het voor ons niet centraal was en gewoon in het proces ook een zekere loslating van vrijheidsschade mogelijk maakte. We konden daardoor heel gemakkelijk natuurlijk omgaan met bijvoorbeeld de ingenieur, met bijkomende wensen van de klant, met dingen die op de web verschijnen die onvoorspelbaar zijn. Dus het laat toe om dus die vrijheidsschade los te laten en misschien zonder frustratie door dat heel snel en heel specifiek proces door te gaan. Dus wat we daar geleerd hebben, is, of voor ons belangrijk is geworden, is het formuleren van wat het project is en het dan gewoon doen. Donc la spécificité du projet de Vertigo pour nous, c'était la formulation d'hypothèse de ce qu'est le projet. C'est quelque chose qui est ressorti de manière assez importante, aussi dû au fait qu'on a dû faire le projet dans un temps très court. Et donc ce qui nous paraissait important et qu'on a retrouvé en fait dans le premier projet qui se manifestait de la même manière, c'est que assez rapidement au bureau on définit ce qu'est le projet. Et le premier projet qu'on a fait en 2003, c'était pour la PLAID de la place Flagey donc. Et là, on avait simplement proposé de faire une grande flaque sur la place Flagey, une grande flaque où le niveau d'eau peut simplement bouger en fonction des usages qu'on en fait. Et de cette manière aussi, avec le mouvement d'eau, on pouvait témoigner du bassin d'orage qui était en dessous de sa ville. Et donc on avait proposé une série d'usages possibles, donc quand il ne se passe rien, l'eau vient jusqu'au bout. Il y a un petit problème, ça ne marche pas. On va essayer. Ça ne marche pas. Ça marchait avant. Tant pis. Ok, oui. Il y avait une chouette vidéo avec tous les usages. C'est vraiment chouette quand même. Tu veux que je... Non, c'est pas grave. Mais avec la place Flagey, en fait, on le faisait déjà, on formulait cette hypothèse, mais peut-être qu'on ne s'en rendait pas compte, que c'était pas quelque chose qui était... On s'était pas dit, tiens, mais au fond, c'est ça qu'on fait. Et c'est avec le Vertigo que ça s'est concrétisé. Nu, tweede project, Vital. Dus dat begint ongeveer gelijktijdig met de Vertigo 3 jaar geleden. En de werf is nu gedaan. Dus een heel andere realiteit dan de werkelijkheid dan het voorgaande. Dus wij worden toen gecontacteerd door Jean-Philippe Verrier om samen met hem te werken op de verbouwing van dit gebouw. Het is een oud garage uit de jaren 50, 60. In het kader van een wijkcontract moet dit ingevuld worden met een mix van functies. Op het gelijkvloers wordt dat een sporthal. De eerste verdieping wordt een avondschool. De bestaande woning blijft een woning, maar was toen gebruikt door een lokale radio. En boven op dak zullen 2 bijkomende woningen komen. Dit project in de tijd lijkt ons interessant omdat het natuurlijk een mooie gelegenheid is, maar ook omdat wij dus in Brussel zien wat er rond ons gebeurt. En die wijkcontracten lijken een heel specifieke administratieve en procedurele context te zijn.
En we zien dat dat een heel grote verscheidenheid aan projecten, een hele grote diversiteit tot stand brengt. Maar tegelijkertijd zijn die projecten ook heel herkenbaar, heel getypeerd. En wij vragen ons af of dat getypeerdheid van de projecten te maken heeft met dat specifieke context, of er nog een soort architecturale authenticiteit daardoor mogelijk blijft of niet. Dus we vragen ons af wat dat betekent, dat ding. En twee, interesse die wij voor het project hebben, is dat het gebouw, het is niet meteen merkbaar op de vorige foto, maar het is eigenlijk een heel elegante structuur, een heel open ruimte met een heel specifieke lichtinval. En het is altijd aangenaam op mooie structuren te werken. Dus. Ja. Dat is de achtergevel, dus dat is de staat van het gebouw als wij daar aankomen. De geschiedenis heeft ervoor gezorgd, dus 40, 50 jaar, voor een heel moeilijke leesbaarheid van het gebouw. En van binnen is het gelijkaardig, het staat vol met wanden, met meubels, dozen, plateaus enzovoort. Dus wat wij daar gaan doen is niet echt ingewikkeld. We gaan eerst het gebouw schoonmaken, dus de structuur vrijmaken van alle storende elementen in de ruimte. Dan die twee gele vlekken zijn twee vides die wij creëren om licht en lucht binnen te halen voor de woning aan de straatkant en voor de twee grotere ruimtes aan de achterkant. Twee bijkomende woningen komen op het dak van de bestaande woning. Het lijkt de meest eenvoudige plek om dat te doen en het is ook een soort inherente logica van de wijkcontracten. Waar ze meestal moeilijke percelen of bestaande gebouwen opvullen. Dus de lege tanden van de stad worden daardoor gevuld om de continuïteit van de stad te garanderen. En dan, als dat gedaan is, dan gaan we gewoon binnen in de ruimte een aantal volumes plaatsen die toelaten om de nieuwe functies te huizen. Dus beneden krijgen wij een bar aan de straatkant, een sanitaire cel die de overgang, het is moeilijk leesbaar, maar het is al wel gaan. Een sanitaire cel die dus de overgang van straat tot de sporthal organiseert. Aan de achterkant ziet u een berging en boven hebben we een aantal kantoren voor de avondschool. En tussen de twee verdiepingen komt een soort trechtervormige trap die tegelijkertijd de drie verschillende ingangen identificeert. Nu, dat was een beetje het project, maar de moeilijkheid of de specificiteit van het project ligt er ook in dat het gebouwd moet worden. En in dit geval, en denk ik in de meeste gevallen in de wijkcontracten, is het budget nagenoeg onbestaand. En dat betekent dat de constructieve aanpak van het project daarvoor op maat ontwikkeld moet worden, om geen frustraties te hebben omdat wij bepaalde details bijvoorbeeld niet zouden kunnen doen. Dat betekent ook dat wij hier met hele grote beglazen oppervlaktes te kampen hebben, die moeilijk betaalbaar zijn. Dus de vraag is geweest, hoe gaan wij dat ding constructief aanpakken? Hoe gaan we omgaan met de structuur, met de detaillering, met die grote beglazen oppervlaktes enzovoort, om het project tot een goed einde te komen, binnen het budget liefst, en zonder dat de kwaliteit van het project eraan gaat leiden. Donc, vu le contexte, c'est un projet qui s'est fait dans le cadre d'un contrat de quartier pour la commune de Saint-Gilles, tout simplement, pour résumer. Vu le contexte un peu spécifique des contrats de quartier où les budgets sont très serrés, il a fallu trouver une façon de construire le projet qui permette à la fois de déployer de nouveaux programmes tout en préservant les qualités du bâtiment existant.
Et donc, il nous fallait pouvoir, on savait que quand on allait commencer à démolir, on allait tomber sur une série de choses auxquelles on ne s'attendait pas, parce qu'on n'avait pas vraiment de relevé, ni de plan récent, ni bâtiment. Et donc, il allait falloir trouver une manière de gérer finalement cet inconnu, de gérer les contingences liées à une situation qu'on ne maîtrise pas. Et d'ailleurs, le chantier a été finalement un moment où le projet s'est encore largement fabriqué. Et donc il était important, quand on a fabriqué le projet sur papier au bureau, de pouvoir garder une souplesse dans ce qu'il allait se passer après. Et cette souplesse, elle a été rendue possible par 3 attitudes par rapport à la structure, par rapport à la question de la structure, puisque le bâtiment a une structure très, très spécifique, il accueillait avant un garage de pneus. Et donc ces 3 attitudes, c'était d'une part la préserver pour ses qualités, l'adapter, et puis enfin la prolonger. Alors la structure est assez simple, donc au rez-de-chaussée on a une série de portiques qui permettent de dégager le sol pour l'entrée des camions et des voitures, qui portent de mitoyen à mitoyen sur toute la profondeur de la parcelle. Et au premier étage, on a exactement le même système, avec un décalage vers l'intérieur de la parcelle pour respecter les règles d'urbanisme et pour laisser tomber de la lumière dans le rez-de-chaussée. Oui, donc la première chose, ça a été de mettre à nu la structure de la structure existante et de la révéler, si vous voulez, et dans la mesure du possible, d'essayer de la conserver. Alors, en démolissant, on est tombé sur une série d'autres éléments qui n'étaient pas prévus dans nos plans, des éléments qui sont majoritairement restés simplement pour des questions budgétaires, puisque pour la stabilité du bâtiment, on n'a pas pu couper toutes les poutres, puisqu'en fait, il y a un réseau de poutres assez complexe, il y a une structure très claire, et puis il y a plein de petits endroits où il y a des raccords qui sont assez étonnants. Et donc, on aurait pu évidemment les couper, faire des renforts et autres, mais il n'y avait pas de sous pour ça. Et donc, c'est posé la question simplement au niveau budgétaire de savoir comment on allait faire pour les protéger. Ça allait être trop coûteux de les recouvrir avec un zinc ou autre. Et du coup, on s'est retrouvé un jour en réunion de chantier en se demandant comment on allait faire pour, dans le budget qui nous restait, comment on allait faire pour les protéger. Ils étaient justement occupés à peindre une série de fondations avec une peinture bitumineuse qu'on met dans les fondations, et on s'est dit on va peut-être essayer de mettre ça sur les poutres. Et en réalité on l'a fait, et au-delà du côté pragmatique, ça a tout d'un coup changé le statut de ces éléments-là, et ça leur a donné une spécificité dans le bâtiment. Et un statut particulier qu'on retrouve aussi dans les autres interventions structurelles qu'on a fait, parce qu'à certains endroits on a quand même dû découper la structure. On l'a découpé principalement, on l'a découpé à un seul endroit, en fait, à l'endroit de l'escalier qui monte à l'école des devoirs. Et là, on a dû fabriquer des renforts. Et les renforts, on les a construits, on avait prévu là de les faire dans un béton noir, donc de dissocier l'intervention structurelle que nous, on faisait sur la structure existante. Donc finalement, c'est aussi une intervention qui a une matérialité forte, puisque d'une part, on laisse la structure apparente dans son état actuel, dans son état brut, vous allez voir des photos. Et d'autre part, les interventions que nous on fait, elles ont aussi une matérialité très forte puisqu'on en choisit une couleur et la manière dont on va les fabriquer. Donc, ça c'est là on l'a adapté. Et puis il y a eu la fabrication des nouveaux logements. Et là il a fallu trouver un moyen. On ne voulait pas avoir de point d'appui au rez-de-chaussée pour garder cette qualité du rez-de-chaussée d'être totalement ouvert sur la rue. Et donc il a fallu trouver un moyen pour porter de mitoyen à mitoyen. Et donc ici, dans ce cas-ci, c'est la poutre de façade qui est une grande... La façade en fait est une grande poutre Virendale. Parce qu'il n'était évidemment pas question de venir se reposer sur le bâtiment existant dont on ne connaissait pas la portance, les aciers qui étaient pris dans les bétons, etc. Voilà. Mais donc ça explique bien qu'il faut faire une structure qui soit indépendante, et si on veut éviter d'avoir des appuis complémentaires, on doit retourner vers les mitoyens. Oui, mais bon... On voulait quand même dégager le rez-de-chaussée, on n'avait pas envie d'avoir des points d'appui au milieu. On a aussi des envies avant de faire des projets. Donc voilà.
Donc une fois qu'on a fait ces 3 interventions sur la structure, eh bien, on l'a emballée simplement pour qu'elle résiste à l'eau et pour qu'elle soit isolée. Et donc pour ce faire, on a utilisé le polycarbonate. On est occupé à faire le Walili, on s'est dit on va rester dans la lignée. Alors il y a plusieurs raisons, il y a 3 raisons en réalité. La première raison, c'est le prix. Il y avait des grandes surfaces vitrées existantes, comme Harold l'a dit, on ne pouvait pas budgétairement tout revitrer. Deuxièmement, ça a apporté au niveau de l'école des devoirs un avantage assez important parce que les voisins sont très proches de la parcelle et donc il y a des vues directes qui sont pas vraiment super. Et donc ça a permis de créer, et pour les voisins et pour l'école des devoirs, une certaine intimité. Et puis troisièmement, ça nous permettait de laisser finalement toutes les interventions qu'on avait faites sur la structure lisible. Die 3 strategieën, dus van het bewaren, het verlengen en het aanpassen, is daar ook iets van, wat ons eigenlijk daar interesseert, is het feit dat we proberen te begrijpen hoe een structuur zich gedraagt, eerder dan hoe het vorm krijgt. En dat is interessant omdat wij dan losstaan van de vormgeving of van de detaillering en dat laat ook toe om de structuur te laten evolueren. Dus bijvoorbeeld die oude structuurelementen die wij moesten bewaren, daardoor was het niet nodig om ze te gaan herstellen of opnieuw mooi in beton te gaan afwerken. De nieuwe structuur aan de straatkant is geïnspireerd op het structureel principe, dus we gaan wel van gemene muur tot gemene muur, maar we voelen ons niet verplicht om de bestaande structuur na te bootsen. En dat geldt zo voor alle structurele interventies in het project. Mais finalement, c'est ce qui nous a permis de supporter l'imprévisible dans le projet. C'était de ne pas être complètement accroché aux détails qu'on avait dessinés, mais plutôt d'accompagner les principes de la structure. Donc ça, c'est des photos en cours de chantier. Donc ça, c'est la structure telle qu'on quand on l'a déballée et telle qu'elle est aujourd'hui. On voit dans le fond l'élément le bloc sanitaire qui pour l'instant n'est pas encore peint, mais donc tous les éléments qui sont non structurels sont peints en blanc, donc disparaissent, vous allez voir dans les photos, c'est assez clair, et tous les éléments structurels ont une très forte présence matérielle. Donc ça c'est la structure du premier étage, on a déjà redécoupé pour fabriquer le patio. Et de nouveau, c'est finalement dans les premières semaines de chantier, et la structure, la toiture, c'est celle qui est aujourd'hui visible dans le bâtiment. Alors voilà les interventions sur les poutres, là, principalement à l'arrière du bâtiment, avec la peinture bitumineuse. On voit un coup de mâchoire du démolisseur de Meuter dans la poutre. Et l'avantage, c'est qu'on n'avait plus vraiment besoin de la réparer, puisque ça faisait partie de l'histoire du bâtiment. Ici, on voit les 2 grandes poutres noires qu'on avait bien prévues à l'avance, et le bar rose qui a bien fait rigoler la commune pendant toute la durée. Je n'étais pas très sûr de la couleur du carrelage. En fait, ce qui était prévu, c'était un fitness, donc une salle de musculation à l'arrière, et on avait un certain plaisir à imaginer les cahiers musclés derrière le bar rose. Alors ici, c'est la structure de façade, donc cette façade qui devient poutre en cours de chantier. Donc il vient vraiment reporter sur les bords. Et voilà l'école des devoirs aujourd'hui. Avec en plus, c'est vrai qu'il y a une autre intervention, il y a 2 éléments qui sont dans l'école des devoirs peints en peinture tableau. Et la salle de sport où il y a en fait, puisque c'est un garage entièrement en pente, on en a refait 2 plateaux, et donc il y a 2 plateaux il y avait un fitness et un club de ping-pong qui était prévu. On ne sait pas très bien qui va aller dans ce projet. On a beaucoup hésité à peindre les centres de pluviales en blanc, et puis on a hésité que ça suffisait comme ça. Et voilà, donc la façade, où finalement avec la peau, la structure de la grande découpe en béton est toujours lisible, et particulièrement évidemment la nuit.
Alors Philippeville, c'est un concours qu'on a fait l'année passée, je pense, où l'objectif c'était la construction d'une cuisine-restaurant pour une Athénée à Philippeville. Et la communauté française a décidé pour ce projet d'agrandir la mission et de proposer, demander de repenser le master plan de l'école, parce que c'était une école où il y a plusieurs institutions, une école primaire, une école secondaire, de l'enseignement technique, de l'enseignement professionnel, et un internat filles, un internat garçons. Donc il y a une espèce de multitude de programmes qui se côtoient à un endroit et qui partagent cette cuisine-restaurant. Alors on s'est associé à ça pour le projet au bureau Engineering, et je propose de vous lire la note d'intention paysagère. La ville de Philippeville a ce plan typique des villes issues d'anciens bastions, un centre dense entourant la place d'Armes et une texture de bâti plus large hors de la forteresse. Cette dualité est encore tout à fait lisible à l'heure actuelle. Comme dans bien des villes dont l'origine fut militaire, la spécificité de Philippeville est la percée que forment les institutions scolaires et clairement pénètre l'ancienne structure fortifiée, ce qu'on voit en vert. Le projet tente de renforcer cette percée en couplant le nouveau développement du bâti et du paysage. Le campus intègre dans une percée aux coulées vertes intégré dans une percée aux coulées vertes est ainsi reconnecté à son territoire. Il reçoit une signification au niveau urbain tant sur le plan écologique que paysager. En rétablissant leurs relations, le territoire environnant et le campus proposent un espace vert de qualité. L'école, bien qu'intégrée à son territoire, doit aussi pouvoir être reconnaissable. C'est à cet effet que nous avons pensé les pistes. Clairement issues du langage spatial sportif, elles sont la concrétisation des relations fonctionnelles entre les différents bâtiments. C'est un lieu d'activité de cohésion entre les différentes sections. De plus, elles offrent une image forte et reconnaissable d'une école unie et dynamique. Donc on voit bien, ce sont les chemins jaunes qui en fait relient tous les différents bâtiments qu'on prévoyait pour le développement du campus, qui permettent de retrouver une identité spatiale à cet ensemble-là, tout en préservant cette grande continuité par rapport aux champs qui rentrent dans la cet endroit-là. Et un petit détail, on voit que les chemins touchent les bords de temps en temps, ce qui permettait de gérer les accès aussi. C'est bien fait. Et alors le restaurant, c'est donc le bâtiment qui se trouve à la jonction, c'est le carré qui se trouve à la jonction des deux pistes. Et donc en fait l'idée en positionnant à cet endroit-là, c'était qu'il reliait la partie haute et la partie basse du site, qui était carrément à l'époque même divisée par un chemin de type agricole. Et donc sa position est bien centrale, c'est le lieu de tous. Et en plus, l'idée c'était qu'il puisse être utilisé en dehors des repas pour d'autres activités, donc pouvoir accueillir une fête ou d'autres activités liées à l'école. Alors le projet, il se déploie suivant deux options principales. Premièrement, c'est son empreinte carrée. Ça permet d'avoir un bâtiment compact, mais aussi au niveau du site, ça permet simplement que toutes les élévations, il y a une sorte d'équivalence entre les élévations, et donc que le bâtiment s'adresse de la même manière à toutes les parties du site. Et puis en même temps, comme c'est le lieu de tous, c'est important qu'il y ait cette espèce de continuité sur la façade extérieure du bâtiment. Donc le restaurant, et la deuxième option, c'était que ce soit un bâtiment ouvert et accessible, tant dans son organisation interne que dans ses rapports à l'extérieur. Et donc on va vous expliquer plus en détail la manière dont on a fabriqué le plan du projet et la manière dont ces relations internes se sont déployées. Wat Benoît getoond heeft, is wedstrijdmateriaal. En wat ik nu ga illustreren is hoe dat tot stand is gekomen. Dus dat zijn werkelijk de plannen die wij met de computer gemaakt hebben. En ik zal ze allemaal tonen. Dus een restaurant. Het is niet één zaal met een keuken, maar het is een iets complexer programma met
Dus die groene vlekken, dat zijn laten we zeggen, de functionele ruimtes, dus de keuken, sanitaire blok. En de paarse ruimtes zijn de hoofdzalen met dus de verschillende eetzalen voor de verschillende bevolkingsgroepen van de school. Het is de eerste keer dat wij in een campuscontext kunnen werken. Dat betekent eigenlijk een bijna contextloze plek. En dus we zouden graag eens met vorm willen spelen. Dus proberen bijvoorbeeld om elke ruimte met een vleugel te identificeren. Maar natuurlijk is dat heel weinig compact en heel complex. We kunnen vereenvoudigen. Of misschien toch niet. En het is ook de volgorde waar ze getekend zijn geweest. En de tussenruimtes tussen de vleugels lijken ons ook moeilijk hanteerbaar te zijn. Bijkomend verschijnt het probleem dat we de keuken ergens moeten richten en de hoofdzalen aan de andere kant en dat daardoor een soort misschien onrechtvaardigheid ontstaat ten opzichte van een bepaald stuk van de campus ten opzichte van een andere. Het schrijft zich in een vierkant in. Nog altijd met die moeilijke grijze zones. En voilà, het is vierkant. Nu gaan we dus werken eerder op hoe het zich organiseert binnenin. Een eerste intuïtie is om de functionele ruimtes die minder ruimtelijkheid zouden kunnen bieden te gebruiken om de hoofdzalen te definiëren. Dus een soort binair systeem van dienende en gediende ruimte een beetje op zijn kant. We zouden ook een cirkel kunnen maken die natuurlijk ook die gelijkwaardigheid van de zijden vertoont, maar het produceert veel conflicten in de interne ruimtes. We blijven daarbij experimenteren en spelen. En eigenlijk komen we zo tot een soort echt binair resultaat, een soort positief-negatief iets. Wat interessant is daarin, is dat elke ruimte een rol krijgt in het geheel. Dus elke ruimte wordt onmisbaar ergens in het geheel, maar het komt niet echt overeen met de wens die wij hebben van die openheid en die gelijkwaardigheid, dat zich zou kunnen vertalen in het feit dat elke ruimte op zich zou kunnen bestaan. Hier zijn er zo minderwaardige ruimtes en nobelere ruimtes. En dat past niet echt bij de sfeer die wij wensen. We zien dat de kleuren iets vervagen. En zie hier, er is een blok van 41 vierkante meter daar, die wit is geworden, die waarschijnlijk blauw was. Dus ja, die differentiatie tussen de ruimtes begint te verdwijnen. En nu is alles wit geworden. Het was niet intentioneel, maar we zien het. En we kunnen ook niet meer zien waar de keuken ligt of waar de sanitaire blok gaat liggen. Maar al die ruimtes beginnen echt een geheel te vormen, waarin elke ruimte nodig is dus voor het geheel, maar ook als individu kan bestaan. Een soort beeld van wat de democratie zou kunnen zijn. Blijf ermee spelen. Nog een probleem. We zien hier bijvoorbeeld 3 kleine zalen die dezelfde zijn. Dat betekent dat ze als individu daardoor dat wordt een beetje ondermijnd. Hier lijkt het interessant te worden. We zien ook bijvoorbeeld dat de kleinste rechthoek van die tekening een zaal is en de grootste is het restaurant. Maar er is geen schaal tussen de twee, dus u kunt nooit een rechthoek tekenen met een aantal kamers dat niet het restaurant op zich is. Het was niet zo gedacht. Hè. We zien het nu dat het zo is en dat we misschien daardoor een zekere tevredenheid over het project hebben gevoeld. En nu beweegt het eigenlijk niet meer.
En dus kunnen we opnieuw de functies differentiëren. Dus de zwarte blokken zijn de keuken en sanitaire blok, de eetzalen zijn de grijze blokken en de witte zijn de circulatiezalen, zullen we zeggen. En nu is het gewoon een kwestie van kalibreren om op de juiste oppervlaktes te komen. En we zijn er, denk ik. Nu wordt het architectuur, dus met muren en de keuken begint ingericht te worden. De muren zijn natuurlijk niet van toepassing en dus gaan we een aantal palen, een heel dicht netwerk van palen maken die doorcijpeling eigenlijk benadrukt. Daar met de deuren en met de tafels enzovoort. Dus in 3 dimensies wordt het zoiets qua ruimtelijke structuur. En dan met de daken op. En de daken zijn eigenlijk iets dat natuurlijk is er daar ook een formeel spel, maar het zijn gewoon platte daken voor de kleinere ruimtes, die ofwel dicht ofwel gewoon beglaasd zijn waar nodig. En de grotere ruimtes kunnen niet met of moeilijk met een platdak overspannen worden. En dus voorzien wij daar piramidale daken die dus de overspanning gemakkelijker kunnen oplossen en tegelijkertijd ook licht kunnen brengen waar nodig in die grotere zalen. Donc, ce que vous avez vu là, c'est vraiment les dessins d'esquisse du bureau et même la temporalité dans laquelle on les montre. Et ce qu'on a découvert, évidemment, pas en le faisant, mais après coup, c'était l'importance qu'il y avait pour nous, la fabrication du plan, jusqu'à trouver un espèce de moment où tout se stabilise, où il y a une espèce d'évidence dans l'organisation du plan, où tout est à sa place, finalement, rien ne dérange. Et on a vu qu'on a réalisé le même type de travail dans d'autres projets. Le plan que vous voyez ici, malheureusement les plans ne passent pas très bien, c'est le plan d'une école Rivavella à Cours-Saint-Étienne. C'est une école d'enseignement spécial, aussi un concours, où de nouveau il y a une espèce de rigueur dans la manière de fabriquer le plan, qui après dans la 3e dimension n'est pas tout à fait lisible. On voit ici dat trouve une expression propre. Dus dat zoeken naar een soort perfectie van het plan of een soort stabiele staat van het plan laat ook misschien toe om de architectuur zich eigenlijk een beetje terug te trekken en als het ware een soort woordenboek van gebruiken te worden die aan het werken gemaakt kan worden als een soort goed geoliede machine of zoiets. Donc ce qui est vraiment important dans cette histoire des plans, ce qu'on pense important, c'est qu'en fait à un moment, du coup, ce qu'on construit est à disposition pour les gens et il y a des vrais usages qui peuvent se faire des salles qui sont là. Et ça, par exemple, c'est le plan d'un concours qu'on a fait avec le bureau Artaud pour un centre culturel à Stavelot. Et de la même manière, il y a un travail très long sur la mise en place du plan pour que après tous les usages puissent être possibles et qu'en même temps il y ait une vraie liberté d'utilisation. Donc voilà la volumétrie qui ne traduit pas spécialement et qui est plutôt liée ici par exemple à des contingences de salles et de budget. Ici c'est un plan pour un centre adepte au lac de l'Odeur et de nouveau ce qu'on a réalisé avec, on a fait le concours avec Yves Wénand et de nouveau quand on fabrique la structure, il y a des particularités qui apparaissent dans la 3e dimension. Donc peut-être que de nouveau ce travail sur le plan permet de trouver une certaine liberté à d'autres niveaux, que ce soit dans les usages ou dans l'expression prend le bâtiment dans la 3e dimension. Carré van de Kunst. Dus Carré des Arts in Bergen. In 2008 winnen wij een
open offerte-aanvraag in tijdelijke vereniging met Nij en Partners. Dus dat is het gele gebouw daar in het midden, dat is de Carré des Arts. En dat is een oud militair gebouw uit de 18e eeuw, die momenteel een aantal culturele acteurs van de stad Bergen huist, waaronder de lokale televisie, een conservatorium, een designschool, burelen van een theatergezelschap enzovoort. Bergen is culturele hoofdstad, geen kandidaat meer voor, dus culturele hoofdstad van Europa in 2015. En de offerte-aanvraag gaat over het overkappen van het centrale plein, omdat elk jaar hier een muziekfestival gehouden wordt. En ze zouden dat graag in de infrastructuur verstenen om de kosten van het verhuur van tribunes en tenten enzovoort te kunnen besparen. Ce qui est important peut-être, c'est qu'au départ, l'appel d'offres, c'est un appel d'offres pour une étude de faisabilité, et donc la manière dont nous, on a répondu à l'appel d'offres, c'était bien dans l'optique de faire une étude de faisabilité. On n'a pas proposé un projet, et l'appel d'offres n'était pas très clair sur l'utilisation qu'ils voulaient en faire, puisque la question, c'était la couverture du Carré des Arts, et donc ça pouvait aussi être vu comme la fabrication d'un atrium au-dessus de la cour du Carré des Arts. C'est pas du tout le parti qu'on a pris en répondant au concours, si vous voulez. On a proposé en fait 3 stratégies, 3 axes de réflexion par rapport au fait de construire une structure dans un bâtiment existant. Sans le savoir, on a proposé des systèmes qui pouvaient s'ouvrir ou se fermer, ce qui visiblement était une demande du maître d'ouvrage. Alors la première proposition, elle consiste à fabriquer une structure qui s'accroche au bâtiment. On avait en tête, quand on l'a dessiné, simplement ces espèces de grandes toiles qu'on peut voir dans les pays chauds. Alors par ici, l'idée c'était de récupérer de l'eau, et on ne savait pas très bien comment le faire. Mais donc l'idée c'était d'avoir une structure qui se tient sur la corniche, si vous voulez, du bâtiment. La deuxième piste, c'était de dire, mais non, peut-être qu'il ne faut pas toucher au bâtiment, il faut faire une structure qui est totalement indépendante. Et donc là, on s'est dit, on pourrait faire une structure assez monumentale qui vient plus haut que les toits existants, et donc quelque part qui se manifeste aussi à l'extérieur du bâtiment, mais par contre qui transforme complètement la spatialité de la cour, parce que ce qui est important à savoir, c'est que la cour et les façades sont classées. Et puis la troisième idée, c'était de fabriquer un zeppelin, fabriquer un grand zeppelin au-dessus de... L'idée étant d'ouvrir un peu les horizons possibles. On s'est dit... Par contre, l'idée des zeppelins était intéressante parce qu'en fait, elle permettait de faire disparaître la structure quand il n'y avait pas d'activité, et puis quand il y en avait une, tout d'un coup ça devenait un peu événementiel, puisque quand le zeppelin apparaît dans le ciel de Mons, on sait qu'il se passe quelque chose qui arrive des Arts. Voilà, et donc ça c'est le stade, c'est les 3 dessins qu'on a rendus en fait dans l'appel d'offres. On a droit à 4 pages à 4, 3 pages à 4, donc c'est ce qu'on a rendu. Après, il s'agissait dans l'étude de faisabilité de rendre ça réellement possible. Want een zeppelin laten landen boven een beschermd monument in een stad is blijkbaar niet mogelijk. En dus zijn we moeten overgaan naar haalbare oplossingen daarvoor. En dat is technologisch tamelijk complex. Dus we hebben de waaier van mogelijkheden uitgebreid. Ik zal snel door een aantal variantes die op een bepaald moment getekend zijn doorstromen. Dit is een soort spinnenweb van kabels waartussen membranen gespannen kunnen worden. Een reeks balken die van gevel tot gevel gaan en waartussen tenten zich zouden kunnen openen.
eenzelfde reeks van balken, maar op een grotere afstand. En daartussen opblaasbare lenzen. Met de moeilijkheid, wat doe je met die lenzen als die niet opgeblazen zijn? Een aantal grotere palen met harde daken die de grond ingaan, dus verdwijnen in de grond, maar dan opgetild en daken kunnen vormen. Misschien geïnspireerd op de beweegbare stellingen die men op grotere werven ziet. De Zeppelin toch, maar ofwel is het met helium opgeblazen en dat is duur ten eerste en als de Zeppelin weg moet, dan wordt die helium ofwel verloren ofwel moet het gerecupereerd worden, is tamelijk complex, dus misschien moet het opgehangen worden en dan zou die kraan misschien ook nuttig kunnen zijn voor de behandeling van allerlei goederen, aangezien de doorgangen naar het plein zo klein zijn. Een variant op de spinnenweb met een centrale opslagplaats die tegelijkertijd misschien een cafetaria zou kunnen worden, of u weet. Een variant op de Zeppelin, minder monumentaal, dus het wordt een reeks worsten. Of verplaatsbare havenbruggen die de doeken zouden kunnen ondersteunen. Dat was het idee was hier om, het gaat om regen, dus we moeten de plek regenvrij maken. Wij dachten misschien met laserstralen kunnen we de regen verbranden. Olivier heeft toen denk ik een fysicus gecontacteerd, maar het leek een beetje moeilijk. We hadden misschien een kerncentrale moeten bouwen naast en ook qua veiligheid. Opblaasbare paddenstoelen, die door de vorm eigenlijk zelf stabiel worden. Of we kunnen ook het gebouw in zijn geheel, dus niet alleen de gevel, maar het hele gebouw als steunpilaren gebruiken en dan een hele grote kabels spannen waarop het dak zich kan ontplooien. En daar zijn er nog een aantal geweest en dan zitten we met een heel grote reeks van mogelijkheden, geïnspireerd op de 3 eerste, telkens een beetje anders, met nieuwe problemen, met nieuwe potentialen en het wordt een beetje veel, dus wat gaan we daarmee kunnen doen? Donc c'était un peu la difficulté, c'est que quand on a commencé à étudier finalement les 3 projets, on en a fait d'abord beaucoup plus et on en a une série qui devenait où chacune avait des avantages, des inconvénients, mais elles avaient en tout cas certains problèmes. Et donc on s'est dit, une fois qu'on était face à tout ça, comment est-ce qu'on va refaire le tri simplement. Alors le premier tri qu'on avait fait, c'est de se dire, il y a toutes des structures gonflables, ça c'est clair, quoi. On a utilisé, il y a une possibilité qui serait de faire des structures gonflables. Puis il y a une deuxième possibilité qui serait d'utiliser des tentes, et puis il y a une troisième possibilité qui serait d'avoir une structure fixe. Donc quelque part on retouche les 3 premières variantes, mais en même temps on est un peu loin de l'usage qu'on pourrait faire de la cour et finalement de l'usage que vont en avoir les utilisateurs futurs. Et donc, en re-regardant tous ces projets, on a trouvé une autre manière de les classer, si vous voulez. On a d'abord les couvertures qui nécessitent de la manutention. Donc, il y a une série de projets où il est nécessaire que des hommes interviennent pour monter la structure, donc plus de l'ordre du chapiteau, et qui sont peut-être des structures plus événementielles. On a des projets, alors elles se mélangent évidemment, elles ne sont pas toujours de manière très fixe dans une catégorie. On a des projets où la structure est entièrement articulée, donc c'est bien la structure qui bouge. Et puis on a des projets où la structure est fixe, mais c'est le remplissage qui bouge.
Et une fois qu'on avait ces trois grandes catégories, on a pu réellement commencer à les étudier et on est rentré dans des projets, donc dans l'étude de faisabilité, dans les questions de construction et des questions de budget, parce qu'évidemment l'intérêt de ce type d'étude, c'est de savoir si on fait le projet, dans quelle gamme de budget. C'est pas comme un immeuble à appartement où on peut à l'avance déterminer plus ou moins un coût au mètre carré. Donc on s'est retrouvé là avec trois principes à mettre en place. Dus dat zijn de drie variantes die ontwikkeld zijn geweest voor de haalbaarheidsstudie. Dus ten eerste hebben wij een structuur die gebruik maakt van het feit dat manuele behandelingen nodig zijn om het dak te spannen. Wat hier gebeurt is eigenlijk heel eenvoudig een reeks verankeringspunten in de vloer en aan de dakgoten. En daar blijft het eigenlijk min of meer bij. Dus het gebouw blijft nagenoeg onveranderd. Het is misschien diegene die het meest gaat lijken op de Zeppelin, waar ook niks aanwezig is. En dan is er een activiteit nodig om het dak te plaatsen. Het zijn dan gewoon 5 doeken die daar gespannen moeten worden om het plein te bedekken. Die ook de ruimtelijkheid van het plein dan volledig gaan aanpassen. Natuurlijk is het is een goedkopere oplossing waarschijnlijk. Het laat ook toe om die behandeling, ook het feit dat er behandelingen nodig zijn, om te vormen tot misschien een pluspunt, omdat andere dingen gehangen kunnen worden aan de verankeringspunten. De daken zouden ook eventueel vervangen kunnen worden door andere vormen of wie weet. Dus het biedt een zekere flexibiliteit. Maar het probleem van het verhuren van de tenten is hier verplaatst naar het verhuren van arbeiders. Dus niet weerhouden. Een tweede oplossing is een gearticuleerde structuur, belichaamd door dus 4 rails die langs de gevels worden geplaatst, waartussen een accordeonvormige membraan geplaatst is. En bij het opentrekken wordt gespannen. En kan zo het plein automatisch op een mechanische wijze bedekken. Met enkele moeilijkheden daarbij. Het feit dat de doeken eigenlijk dus ook in open toestand gewoon in plaats blijven. Dus er is een soort garage nodig in de ruimte. De vaste rails, we zien ook dat daar problemen zouden kunnen komen met monumenten en landschappen. En dan ook het feit dat langs de randen het regen eigenlijk nog niet echt opgelost is. Dus er zal waarschijnlijk nog een aantal operaties manueel nodig maken. Wel waarschijnlijk met een tamelijk spectaculair moment als die grote accordeon zich gaat ontplooien. De derde oplossing die maakt gebruik van een vaste structuur. Het is dus een vast netwerk van stalen balken die op de nokken van het gebouw geplaatst wordt. Dus als het ware een soort nieuwe hemel dat over het gebouw geplaatst wordt. Dat zogezegd het gebouw niet aanraakt. Dus we zien hoe we de negociaties gaan geven met de monumenten. En tussen die balken worden dan tenten geplaatst die toelaten om 1 vak, 2 vakken of alle vakken te verduisteren, maar ook regenvrij te maken. Dat betekent ook dat de balken getekend zijn om tegelijkertijd alles op te lossen. Dus ze nemen het water op, ze geleiden het water naar de bestaande daken. Het is een structuur die tegelijkertijd alle dimensies van het project oplost. Ook formeel, omdat de hoogte van de balken gedefinieerd is door de overspanning, die tamelijk belangrijk is, maar ook door de helling van de tenten, die
gewoon die oorten noodzakelijk maken. Dus wij zeggen graag dat hier ook eigenlijk wij als architecten eigenlijk niet zoveel getekend hebben, omdat die afmetingen van de vakken gegeven wordt door die tenten die op catalogussen kunnen gevonden worden. De hoogte van de balken wordt gegeven door een aantal randvoorwaarden en het resultaat staat daar. Dus wat voor ons hier echt interessant is geweest, is het feit dat we niks maken dat onnoodzakelijk is in het project. De structuur kan zoveel mogelijk oplossen. Non, donc peut-être juste pour situer, on est maintenant au stade de l'avant-projet avec cette troisième variante, donc c'est cette troisième variante qui va être, on l'espère, réalisée, en tout cas qui a l'étude va commencer maintenant, ça fait 1 an qu'on a rendu l'étude de faisabilité, et de nouveau avec un peu de recul, ce qui nous paraissait important dans ce projet-ci, c'est la capacité que la structure a à supporter toutes les dimensions du projet. Alors, au-delà du fait qu'on aime bien croire qu'on ne design pas trop, le principe ici, c'est que c'est bien la structure qui supporte la couverture, ça paraît évident, mais qui ramène aussi les eaux sur les toits existants, qui permet une série de dispositifs scénographiques, et donc finalement que tous les éléments qu'on met en œuvre sont nécessaires. Et ça, c'est ce qui nous paraissait important dans ce projet-là, c'est qu'il n'y a rien de superflu, quoi. Tout ce qu'on construit sert à quelque chose. Au niveau du projet, s'entend. Voilà, dus de 4 projecten zijn getoond. Misschien gewoon een woordje als afsluiting. Dus die 4 projecten hebben 4 begrippen tot stand gebracht. Dus dat is misschien nog een rijtje zetten. Dus bij de Vertigo was het formuleren van een hypothese van wat het project zou kunnen zijn. Bij Metal was dat het op poten zetten van constructieve strategieën ten opzichte van het project. Bij Philippe viel het zoeken naar een perfectie, of tenminste een soort stabiele staat van het plan. En bij de Carré des Arts het trachten om onnoodzakelijkheid te vermijden in de structuren die wij bouwen. Dat zou kunnen lijken dat dat een soort systeem is dat wij dus toepassen op de projecten, maar het is dus eigenlijk niet het geval. Het zijn echt ontdekkingen die wij gemaakt hebben door de projecten 1 en die nu aanwezig zijn. Dus het zou kunnen zijn dat het zich aanvult in de toekomst met andere elementen. Iets dat we merken daarbij is dat al deze begrippen als gevolg hebben dat wij daardoor een zekere controle over het project kunnen loslaten. Dat wij ons een beetje kunnen terugtrekken van bepaalde beslissingen die genomen moeten worden in een project. Misschien is dat ook in relatie te zetten met die toren daar, waar het lijkt dat alles mogelijk is en dat wij als architecten altijd moeten beslissingen maken of keuzes maken. En het is misschien een manier om een aantal keuzes eigenlijk minder te moeten doen. De vraag is natuurlijk, als wij zulke keuzes niet maken, dan blijven er toch een aantal keuzes die wij wel maken. En welke zijn die en waarop gaan we ons baseren om die keuzes te maken? Et ça, c'est difficile à expliquer pour le moment. Dat blijft een open vraag. Donc c'est vrai que on aime bien, et dans les 4 projets qu'on vous montre aujourd'hui, on aime bien croire qu'on design pas trop, que finalement le projet à un moment il acquiert ses propres règles. On l'a vu dans le Vertigo et même dans des projets antérieurs, que c'était important pour nous de pouvoir dire ce qu'était le projet, de pouvoir formuler l'hypothèse de projet.
Dans le projet de Philippeville, on a découvert qu'il y avait une nécessité de trouver une évidence dans l'organisation de la structure spatiale et du coup de la structure constructive, et que finalement l'architecture était là à disposition pour ce qui allait s'y tenir. Et puis que dans les deux projets, dans le projet du Carré des Arts et dans le projet de la rue du Métal, il y a une question sur les processus de construction. Comment est-ce qu'on construit, comment est-ce qu'on peut construire un projet, comment est-ce qu'on peut réagir, comment est-ce qu'on peut réagir aux contingences qui sont liées à un chantier, et comment est-ce qu'on fait pour qu'il n'y ait pas d'éléments superflus dans les projets qu'on construit. Et ça, aujourd'hui, on parle beaucoup d'architecture durable, de durabilité, on entend beaucoup tous ces mots-là, et c'est souvent lié à des questions techniques et technologiques. Et nous, on a l'impression qu'à la base, il y a d'autres choses qui sont essentielles et qu'on retrouve finalement dans les quatre hypothèses qu'on remarque aujourd'hui dans nos projets. On ne sait pas ce qu'ils seront demain ou ce que sera notre thème dans les prochains projets. Ik stel voor dat we nu een glas gaan drinken en voor diegenen die niet alles hebben begrepen, gaan we de lezing opnieuw doen. Wat ik verteld heb, ga ik nu in het Frans vertellen en wat Benoît verteld heeft, gaan we in het Nederlands vertellen. En dan zien we elkaar binnen een uurtje.